En ce qui me concerne, donc, je suis un enfant de la post-colonie, comme a tendance à dire Abdourahmane Waberi. C'est-à-dire que lorsque nous étions nés, il y avait déjà le soleil des indépendances. Je suis né en 1966, donc 6 ans déjà que les indépendances commençaient à se répandre à travers l'Afrique, aussi bien par des moyens violents que par des décisions de la métropole face à la population qui commençait de plus en plus à réclamer son autonomie. Donc venant de la période de l'après-indépendance, nous avions en quelque sorte la responsabilité de ce que nos parents avaient fait pendant la période coloniale, et nous devrions subir également ce qu'allaient faire les dirigeants qui étaient désormais mis au pouvoir ou qui étaient arrivés au pouvoir dans le sens de l'autonomie. Et du coup, nous vivions dans une sorte d'euphorie. Les personnages des indépendances, on les voyait de loin. Nos parents nous montraient des photos en noir et blanc. On voyait bien qu'il y avait de côté Patrice Lumumba, grande taille, raie au milieu, des lunettes d'intellectuel, quelqu'un qui venait de faire face au roi des Belges, qui avait pris la parole à cette époque, dans les années 60, alors même qu'il n'était pas prévu qu'il se prononce ce jour-là. Il a pris la parole, non pas pour remercier les Belges, puisque lorsque le roi des Belges, Baudouin, avait pris la parole, c'était pour dire à l'Afrique, voyez, nous avons décidé de notre propre gré de vous donner l'indépendance. Et partant de là, le roi des Belges a commencé à faire l'apologie de la colonisation, que c'est grâce à la Belgique que finalement nous avons préparé des élites qui demain vont diriger les nations africaines, dans lesquelles il expliquait que la colonisation, quoi qu'on dise, pose un problème de civilisation, pose la question même de l'asservissement d'une civilisation par une autre. Le modèle occidental était censé être le modèle qui devait nous permettre, nous les Africains, d'entrer dans la sphère de la civilisation en nous débarrassant de nos peaux de léopard, en nous débarrassant de nos accents trop rudes, semble-t-il, et peut-être de s'asseoir à la table de l'humanité et de parler dans une certaine direction. Seulement, on n'avait pas compris qu'à cette époque, l'indépendance signifiait pour beaucoup d'Africains, pour beaucoup d'intellectuels, l'occasion de pouvoir revendiquer une certaine authenticité, de revendiquer peut-être ces cultures africaines qui avaient été refoulées, piétinées, puisqu'on nous a apporté le christianisme. On estimait que l'animisme, par exemple, n'était pas une religion fiable. La Bible plaidait contre nous, puisque si vous ouvrez les pages de la Bible, il est interdit d'adorer les éléments de la nature, puisqu'il y a quelqu'un au-dessus de ces éléments qui gouverne tout. Et on nous a emmené ce Dieu pour nous dire, voilà dans quel sens vous devez peut-être adorer le Seigneur. Seulement, et cela s'est vu d'ailleurs dans plusieurs chansons qui fustigeaient cette période du christianisme pour nous. Il y a un chanteur qui s'appelait Verkis Kiamangana du Congo-Kinshasa, le pays de Julien, puisque je suis de l'autre Congo, le Congo-Brazzaville, et on a d'ailleurs bien fait de mettre l'exemple même du partage de l'Afrique. Le grand Congo et le petit Congo, nous parlons les mêmes langues, nous mangeons la même nourriture, nous draguons les femmes de la même manière, mais on est venu en quelque sorte nous diviser. Du jour au lendemain, celui qui avait, puisque s'il était polygame, le parent d'avant l'indépendance, si sa première femme habitait de l'autre côté du fleuve, le petit Congo, la première dans l'autre côté du fleuve, le grand Congo, donc vous voyez la navette qui devait faire par pirogue, lundi aller dormir chez la mer supérieure, mardi revenir chez la mer cadette. Donc il y avait de la navette fluviale à cette époque pour peut-être disséminer, pour essayer d'établir des relations. C'est anecdotique et ça montre à quel point, par exemple, des territoires qui étaient liés linguistiquement, culturellement, avaient été divisés. Il a été présenté comme une question d'affrontement ethnique entre les Hutus
majoritaires au Rwanda et les Tutsis minoritaires mais qui étaient au pouvoir. Mais ce qu'on a souvent gommé, c'est l'explication historique d'un tel génocide qui remonte depuis l'époque où on est venu décider de qualifier un tel Hutu et un tel Tutsi et de ramener la carte d'identité dans laquelle on avait inscrit l'ethnie de quelqu'un.